Alors qu'une dynamique anti-immigration est en marche au sein de l'Union européenne, les prétendus progressistes tentent le tout pour le tout. Un vote est organisé mercredi pour déterminer si la Hongrie de Viktor Orban représente un risque de violation grave des valeurs européennes. Un vote sans précédent. Face au manque de sécurité, un rapport parlementaire préconise de rendre obligatoire l'armement des policiers municipaux. Une proposition loin d'être une révolution. Sois pauvre et mange mal, une étude Ipsos Secours Populaire paraît 2 jours avant l'annonce du plan pauvreté du gouvernement. Un rapport qui fait le lien entre précarité et mauvaise alimentation, mais qui néglige l'aspect culturel de la question. Madame, Monsieur, bonsoir. Viktor Orban, face à l'inquisition européenne après son rapprochement avec Matteo Salvini, le Premier ministre hongrois inquiète de plus en plus les progressistes de Bruxelles. Il était attendu ce mardi au Parlement européen pour un débat sur les risques de violation des valeurs de l'UE par la Hongrie. L'objectif, couper l'élan de la coalition anti-immigration en passe de se dessiner. L'UE gouverne mal, mais elle se défend bien. Durant 2 jours, le Parlement européen va se concentrer sur l'attitude à adopter face à la Hongrie. Un rapport rédigé par Judith Sargentini, un eurodéputé néerlandais écologiste, va être débattu. Viktor Orban aura quant à lui 7 minutes de parole pour se défendre et dissuader l'Assemblée de voter en faveur du rapport. Un vote qui activerait un nouveau scrutin devant le Conseil européen, cette fois sur l'article 7 du traité de l'Union européenne, pour suspendre la Hongrie de son droit de vote au sein de la communauté. Pour en arriver là, il faudra réunir la majorité, soit au moins 376 voix et les 2/3 des suffrages exprimés lors du vote sur le rapport. Une manœuvre difficile, mais pas impossible. Tout dépendrait essentiellement de l'attitude des 219 élus du PPE, le Parti populaire européen, le groupe où siègent les 12 élus du Fidesz hongrois de Viktor Orban, mais également la CDU d'Angela Merkel et le Parti chrétien-social de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Pour autant, il sera également intéressant d'observer les votes des députés français issus des Républicains. Dans le rapport présenté au Parlement, Judith Sargentini livre une énumération de points idéologiques qu'elle estime mettre en danger les valeurs fondatrices de l'UE. En premier lieu, sans grande surprise, tout ce qui a trait à l'immigration illégale, puisque les députés n'ont toujours pas digéré le refus hongrois d'accueillir les quotas décidés par Merkel. Le rapport fait également état d'inquiétudes quant à la situation des personnes assimilées comme LGBTQI, avec des possibles discriminations dans un pays qui ne fait pas assez pour le vivre ensemble. D'autres reproches concernent l'indépendance de la justice qui ne serait pas assez respectée, ou encore le système électoral, en somme des questions de politique intérieure qui chagrinent l'ouverture d'esprit des progressistes européens, sans pour autant que leur soient attribuées quelques compétences pour en débattre. Pour Zoltán Kovács, le porte-parole du gouvernement hongrois, il s'agit tout simplement d'une chasse aux sorcières. En effet, c'est la première fois que les députés auront à se prononcer sur la mise en œuvre de la procédure de l'article 7, une procédure qui avait toutefois déjà été déclenchée en décembre 2017 contre la Pologne, mais cette fois-ci à l'initiative de la Commission européenne. Lors du vote du Conseil européen, c'était justement la Hongrie qui avait posé son veto contre la suspension des droits de vote de la Pologne, l'unanimité étant requise pour statuer. Et même si la tentative contre la Hongrie n'aboutit pas, la manœuvre aura au moins servi à démontrer la ligne de fracture autour de laquelle se joueront les futures élections européennes de mai prochain. Les policiers municipaux bientôt armés alors que le contexte sécuritaire est de plus en plus tendu. Un rapport parlementaire remis ce mardi préconise l'armement de tous les policiers municipaux pour renforcer le sentiment de sécurité. Thibaut Bastide. Mieux armer les policiers municipaux pour plus de sécurité, c'est tout l'enjeu du rapport parlementaire remis ce mardi au Premier ministre Édouard Philippe. Mandaté en février dernier, les députés de la majorité, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, et Alice Thourot, ont ainsi avancé 78 propositions pour favoriser la coproduction de sécurité entre police et gendarmerie nationale, police municipale et acteurs de la sécurité privée. Sur fond de menaces terroristes persistantes et d'agressions en constante
constante augmentation. Le rapport tombe à point nommé alors que la mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien tarde à prouver son efficacité. Afin de renforcer le sentiment de sécurité, les deux députés suggèrent que l'ensemble des policiers municipaux soient armés, sauf décision contraire du maire de la commune. Une initiative qui inverserait la règle actuellement en vigueur mais correspondrait davantage aux réalités du terrain. En effet, d'après les statistiques de délinquance de la police et de la gendarmerie, près de 1000 agressions seraient dénombrées quotidiennement en France. Si l'idée devrait se retrouver au cœur d'un âpre débat politique, la question est pourtant loin d'être novatrice. Selon des données de 2016 du rapport, 84% des effectifs de police municipale étaient déjà équipés d'une arme, toutes catégories confondues, et près de la moitié des effectifs étaient dotés d'une arme à feu. Si cette proposition peut rapidement montrer ses limites, si l'on tient compte du nombre de maires qui s'opposent à cette décision, le rapport ne s'arrête pas à ce point. En effet, les deux députés préconisent également de donner plus de pouvoir à la police municipale, accéder plus facilement aux fichiers des personnes recherchées ou des véhicules volés, intervenir auprès des personnes en état d'ivresse sur la voie publique ou ayant pris des stupéfiants, deux cas de figure actuellement réservés à la police nationale. Ainsi, sous prétexte d'améliorer la sécurité, les propositions apparaissent surtout comme un moyen de pallier les défaillances de la police nationale, des défaillances dues notamment au manque d'effectifs et de moyens mis à leur disposition par l'État. La pauvreté empêche de bien se nourrir. Une étude Ipsos Secours Populaire tire la sonnette d'alarme sur la corrélation entre la difficulté d'accéder à une alimentation saine et la pauvreté. Une étude qui donne une tendance sans pour autant prendre en considération les éléments culturels de l'alimentation. Olivier Frère-Jacques. Un Français sur 5 admet avoir du mal à s'alimenter sainement et ne parviendrait pas à faire 3 repas par jour. Le constat d'une étude Ipsos Secours Populaire est alarmant et ne manque pas de faire les choux gras de la presse en ce 11 septembre. La viande, dont la consommation a baissé depuis 10 ans en France, semble également un produit inaccessible pour 17% des personnes interrogées, quand 22% affirment ne pas être en mesure de s'offrir du poisson une fois par semaine. Plus d'un quart des personnes interrogées enfin affirment aussi rencontrer des difficultés pour manger des fruits et légumes frais tous les jours. Des chiffres qui ont de quoi inquiéter et auxquels s'ajoutent des éléments tels que 65% de Français en faveur du financement alimentaire pour les plus démunis. En revanche, si la question sociale est une préoccupation principale des Français et que la pauvreté est une réalité palpable, difficile de ne pas voir dans ce rapport une action de lobbying bien opportune. En effet, jeudi, le ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, doit présenter son plan pauvreté. Et le moins que l'on puisse dire est que le social n'est pas le point fort de l'actuel exécutif. Les réponses apportées par le ministre seront donc regardées à travers cette étude Ipsos Secours Populaire. Un rapport qui arrive donc au bon moment mais qui peut largement être critiqué. En effet, se cantonnant à des éléments chiffrés, le rapport n'évoque jamais les origines culturelles des habitudes alimentaires. Et pourtant, parmi les populations déshéritées, on retrouve par exemple des consommateurs de McDonald's et autres restaurations rapides qui ne proposent pas franchement de la nourriture saine, mais qui coûtent très cher. Pareil pour la consommation de soda et autres sucreries. Une étude plus poussée des habitudes alimentaires en fonction de l'éducation ou même des origines donnerait probablement un tableau plus complet du problème alimentaire en France. Problème, les associations disposant du monopole de la misère, comme le Secours Populaire, n'ont pas franchement intérêt à se poser ce type de questions. Le taux d'absentéisme progresse en France. Le nombre d'absences annuelles dépasse à présent les 17 jours, des chiffres qui varient selon l'âge, le métier et le sexe, mais qui semblent aussi tirer leurs origines d'un mal-être plus global. Olivier Frère-Jacques. Le taux global d'absentéisme progresse toujours en France. Alors qu'en moyenne, un travailleur français était absent de son travail 16,8 jours par an en 2016, l'exercice 2017 a vu ce chiffre passer à 17,2 jours, selon une enquête Aiming Kantar TNS en partenariat avec AG2R La Mondiale. L'augmentation est globale, mais certains secteurs sont évidemment plus touchés que d'autres. C'est le cas notamment du secteur de la santé, de l'industrie ou encore du commerce. En revanche, l'absentéisme dans les métiers du tertiaire aurait diminué sur la même période. Des différences selon le secteur donc, mais pas seulement. L'absentéisme varie également selon le sexe. Ainsi, les femmes connaissent aujourd'hui un niveau d'absence supérieur aux hommes, avec en moyenne 5,3% contre 3,54%. Un écart qui s'expliquerait par une plus grande sensibilité aux troubles musculo-squelettiques, mais aussi un niveau plus élevé de charges domestiques et par des situations familiales de type monoparental. L'augmentation de l'absentéisme serait également accrue avec l'âge. La moyenne d'absentéisme chez les travailleurs
travailleurs jeunes atteint ainsi les 3,23% contre plus de 7,1% chez leurs aînés de plus de 55 ans. Des chiffres qui s'expliquent notamment par des temps d'absence plus longs dans la population dite senior. Le cabinet Aiming estime également que la hausse des absences s'explique plus par un désengagement des travailleurs pour leur poste que par des raisons médicales. Ainsi, le désintérêt pour l'entreprise pèserait largement dans la tendance de hausse. Le taux d'absentéisme est ainsi plus élevé chez les salariés arrivés dans l'année que chez ceux bénéficiant de plus d'ancienneté. Pour faire face à ce phénomène, la question de l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise a souvent été présentée comme une solution viable. Reste que ce mode de rémunération n'a pas franchement fait son chemin en France. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Les pro-russes tombent victimes d'une drôle d'épidémie alors que le président de la République populaire de Donetsk, Alexandre Zakhartchenko, a été victime d'un attentat mortel le 31 août dernier. Le sort s'acharne sur les alliés de Vladimir Poutine. Le président de la Moldavie, Igor Dodon, a eu un accident de voiture dimanche dernier. Un véhicule aurait perdu le contrôle et la voiture transportant le président aurait dû dévier sa trajectoire, occasionnant un violent choc avec un camion, puis plusieurs tonneaux. Igor Dodon a été rapidement transporté à l'hôpital. Finalement, malgré la gravité de l'accident, il n'aurait que des blessures superficielles. Une chance que n'a pas eu Gennady Gagoulia, le premier ministre de l'Abkhazie, une région sécessionniste de la Géorgie. Également victime d'un accident de la route, il est mort samedi en rentrant de Syrie. La présidence a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une tentative d'assassinat. Alexandre Benalla ne passera pas sur le grill alors que la commission d'enquête sénatoriale a convoqué l'ancien chargé de mission de l'Élysée le 19 septembre prochain. L'intéressé a fait savoir qu'il ne s'y rendrait pas. Ses avocats ont expliqué que leur client pourrait répondre aux parlementaires une fois l'enquête terminée. Une réaction loin de surprendre. Et l'affaire Benalla n'en finit plus de faire bouger les lignes. Le directeur adjoint de Pôle emploi, Jérôme Rivoisi, va être nommé directeur général des services de l'Élysée. Il prendra ses fonctions lundi prochain et sa nomination doit être publiée au journal officiel dans les prochains jours. Jérôme Rivoisi devrait rapidement trouver ses marques puisqu'il est issu de la même promotion de l'ENA qu'Emmanuel Macron. Une nouvelle ZAD évacuée sur le territoire et cette fois-ci c'est du côté de l'Alsace. Un demi-millier de gendarmes ont expulsé quelques 200 zadistes dans le Bas-Rhin. Ces derniers s'opposaient au démarrage d'une rocade autoroutière à Kolbsheim, près de Strasbourg. Les militants écologistes entendaient s'opposer à une bétonisation qui entraînera la perte de terrains agricoles et la mise en danger d'espèces protégées comme le grand hamster d'Alsace. Facebook sur le déclin. Selon une étude, plus de la moitié des Américains de plus de 18 ans qui utilisent Facebook ont ajusté leurs paramètres de confidentialité après le scandale Cambridge Analytica. Pire, un utilisateur sur 4 a supprimé Facebook aux États-Unis. Un phénomène particulièrement présent chez les 18-29 ans puisqu'ils sont 44% à avoir délaissé le réseau social. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Land nous parle des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. La bombe est larguée à 8h15 précise, heure locale. Elle explose à 800 mètres du sol, à la verticale de l'hôpital Shima. Très classe, toujours la classe à l'américaine. Créant instantanément une gigantesque bulle de gaz de 4000 degrés, suivi par des vents allant de 300 à 800 km/h qui dévastent les rues, les habitations et une tempête de feu. Enfin, c'est un véritable carnage, on n'avait jamais vu ça. Ce soir, retrouvez également Passé Présent. Philippe Conrad évoquera les accords de Munich de 1938 et Jean-François Chemin présentera ensuite son ouvrage Bellum Justum sur la conception occidentale de la guerre juste. Et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. Et à présent, c'est le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir.
L'autre soir, à la fête du village, il y a longtemps, il y a 15 jours, je rencontre l'ancienne femme d'un type de 50 ans que je connais, nommé Tancred, un pauvre type affligé d'une mère, autrefois d'une mère 68arde, complètement folle, divorcée 3 fois, qui l'oubliait à l'école quand il avait 7 ans. Un garçon que j'ai connu à 30 ans ensuite et qu'on pourrait appeler un instable, un type dont les jeunes d'aujourd'hui diraient qu'il passait la moitié de son temps complètement déchiré. Bière, marijuana, addiction aux films violents, il pratiquait les arts martiaux, il était obsédé par le fait qu'on pouvait tuer son adversaire en connaissant ses points vitaux, etc. Mais c'était aussi un type assez intelligent, assez beau, enfin il l'était dans sa jeunesse, et qui pleurait souvent, qui lisait beaucoup de bêtises aussi sur Internet, sur l'Apocalypse, les chakras, les rose-croix. Donc on avait quand même parfois envie de l'aider parce qu'il souffrait. Et il dessinait très bien, ce qui m'a donné encore plus envie de l'aider à une certaine époque. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes sensible à quelque chose, le fait de reconnaître le même talent chez quelqu'un d'autre vous dispose très bien à son égard. Donc là, je tombe sur son ex-femme, le soir de la fête, avec qui il n'était plus là depuis 20 ans. Mais ils ont une fille ensemble, et elle me dit « Je suis venu quand même à la fête de ton village pour me libérer l'esprit ». Pour me dire que je m'en fous, parce que figure-toi que Tancred est mort ce matin, il a été tué d'un coup de fusil par le fils machin. Faut dire qu'il était parti pour aller le tuer avec un couteau. Il l'a raté, l'autre est monté chercher le fusil de son père et il l'a tué. Du coup, cette femme intelligente et très droite, qui s'était mariée avec lui par charité 20 ans plus tôt, qui lui avait fait un enfant pour essayer de le tirer d'affaire, de le calmer, m'a dit « Tu vois, je suis venu quand même à la fête et je viens de commander un double whisky. C'est tout ce que ça me fait, parce que finalement, c'est un soulagement et pour lui et pour nous. Déjà, le fait qu'il n'ait tué personne. Dans les derniers temps, il menaçait quand même tout le monde. Moi, sa fille, n'importe qui dans les bars, et naturellement Alain, son fameux ennemi de toujours, à qui il annonçait par SMS qu'il allait lui faire la peau. Évidemment, l'autre, le Alain, allait à chaque fois montrer le SMS aux gendarmes, et les gendarmes disaient « on attend qu'il fasse une tentative ». Alors, c'est toujours sympa, ça. Ensuite, elle m'a raconté qu'il était normalement sous suivi psychiatrique et qu'il avait des médicaments à prendre, mais que dans notre société, où la liberté de menacer les autres d'un couteau est pratiquement totale, personne ne vient s'assurer que tu prends tes médicaments. Tout le monde te dit qu'on peut rien faire tant que le type n'a poignardé personne. Et je vais te dire une chose qui te concerne, a-t-elle ajouté, donc à moi, tu étais l'un des rares en qui il avait confiance à une certaine époque, parce que tu l'as engueulé, tu lui as dit ce qu'il fallait faire. Elle a réveillé ma mémoire, là, elle m'a dit « Tu te souviens quand tu lui donnais des cours de dessin, quand il voulait faire des caricatures sur les marchés pour gagner sa vie, tu t'es fâché en lui disant « Tu fais n'importe quoi, tu fais exprès d'ignorer mes leçons, je ne viens plus, ou alors tu refais ce portrait comme je te l'ai dit, en corrigeant ça et ça. » Et 2 jours après, il a fait le plus beau portrait que j'ai jamais vu. Mais ça a duré 4 mois. Ensuite, il est reparti en ville, il a habité avec des trains de savate comme lui, subventionnés comme lui, évidemment, et personne ne lui a plus donné de leçon. D'ailleurs, la raison pour laquelle on s'est quitté, Tancred et moi, me dit-elle, c'est que quand sa fille a eu 7 ou 8 ans, il s'est remis à boire, à traîner avec n'importe qui, à menacer les gens sur les parkings. Donc moi je dis que si la société ne laissait pas leur liberté et leur RSA et tous leurs droits complets à ce genre de mecs, y compris le droit de vote, de porter plainte, de harceler, si la société était capable d'intimider ces types-là au nom de la tranquillité des autres, eh ben, eux-mêmes seraient plus heureux. À un moment, il te plaçait, me dit-elle, au sommet de l'échelle. Pourquoi ? Parce que tu lui avais dit « ta gueule, maintenant c'est toi qui m'écoutes ». Alors évidemment, c'était juste un dessin. À l'époque, tu lui demandais de corriger le dessin, mais il t'obéissait et après avoir corrigé 10 dessins, il t'écoutait sur tout le reste. Parce que Tancred, essentiellement, il avait besoin d'obéir. Alors qu'on est dans une société où le grand principe, c'est de n'obéir à personne, de n'imposer rien à personne. Moi, 10 fois, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire la chef de rayon dans ton magasin? T'as qu'à claquer la porte. » Eh ben, il y a 15 ans, je déballais les cartons avec mes 4 collègues, là, et désormais, c'est moi la directrice du magasin, et j'ai 9 employés sous mes ordres. Et lui, il est à la morgue. Parce que la société ne lui a rien imposé, parce que même les gendarmes n'ont rien voulu savoir. Et ce pauvre Alain, quand il est allé ce matin pour le tuer, est en garde à vue ce soir, alors que ça faisait 2 ans que Tancred expliquait à tout le monde, gendarme compris, qu'il allait le tuer. Mais non, en ce moment, il le traite comme s'il y avait un doute sur la légitime défense, et là je suis écœuré. Mais voilà une excellente conclusion, et ça c'est la mienne, à laquelle vous ajouterez sans doute qu'il faudra bien sortir un jour de cet écœurement, d'une manière ou d'une autre. Ça s'appelle Campagnol TVL, on retrouve ça sur YouTube et on peut l'envoyer à ses amis. Merci.